Bonsoir. D'abord, je vais vous présenter assez rapidement Jean-Jacques Fontaine, pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas. Ensuite, tu as étudié les arts plastiques à l'école d'art de Haute-Seine, à la maison, dans le Haute-Seine, donc, ainsi que l'être moderne et la philosophie à Paris 10, à Nanterre. Dans la formation, ce que vous racontez aussi, je pense, je suis sûr même, c'est une formation musicale importante, piano, violoncelle, qui compte beaucoup dans ton travail, on en parlera. Le son compte énormément, et évidemment, cette formation, cette pratique très poussée du piano, puis du violoncelle, il y a joué aussi, et puis le chant, et la danse également, c'est le niveau, je crois. Non, la danse, pas vraiment. Dans la piano, Et donc tu exposes ton travail en tant que plasticienne depuis 1993, si je ne m'abuse, et ton travail est montré très régulièrement au Centre Pompidou, dans le cadre de la Nuit Blanche à Paris, tu as montré ton travail à Clermont-Ferrand, en Allemagne, dans le cadre du festival d'Avignon. Ah oui, puis très récemment aussi avec une équipe d'artistes, ce qu'ils disent à Berlin. À Berlin. Et puis au musée de la chasse et de la nature, bien sûr, c'est la raison pour laquelle tu me fais le plaisir de m'inviter à cette causerie, tous les deux, puisqu'on a un petit parcours commun, on a eu l'occasion. En tout cas, pour moi, la grande joie de montrer ton travail à Paris, au musée de la chasse et de la nature. Alors, par ailleurs, tu as collaboré beaucoup avec des revues, notamment avec l'excellente revue Chimère, que vous connaissez peut-être, qui est fondée à la fin des années 80 par Gilles Deleuze et Philippe Gattari, qui est une revue d'obédience psychanalytique, sur laquelle tu as travaillé, et d'autres revues encore. Et puis dans ta pratique contemporaine, ton travail plastique, d'artiste, qui est montré ici, jusqu'à la fin du mois d'avril. Tu as enseigné la littérature, tu enseignes encore aujourd'hui les arts plastiques à Sciences Po Paris, dans le cadre d'un séminaire, je ne sais pas si on appelle ça un séminaire, un politique. On appelle ça des ateliers artistiques, en fait, qui ont été créés par Bruno Latour, un éminent enseignant de Sciences Po, sociologue. Et donc, en fait, on propose aux premières années et aux deuxième années un atelier artistique au choix. Je crois que nous sommes 50 enseignants d'univers divers, la danse, la musique, la littérature, le théâtre, l'architecture. Donc voilà, au même titre que les autres matières, donc c'est obligatoire, c'est noté comme les autres. Et donc moi, j'ai proposé un atelier artistique qui fait une passerelle entre le dessin, les arts plastiques et la littérature. Effectivement, il y a cette pluralité d'approches qu'on voit dans ton travail plastique, effectivement, entre les arts plastiques, la littérature, en tout cas ta formation, la philosophie. Et puis enfin, depuis quelques mois, encore une nouvelle corde à ton arc, je ne sais pas comment tu fais d'ailleurs, tu co-diriges le centre d'art plastique d'Aubervilliers avec Julie Huard. Et voilà, Aubervilliers où tu vis et tu travailles. Tu ne vis pas au Capac, mais tu vis à Aubervilliers. Voilà. Et donc voilà, après cette présentation rapide des facettes multiples de Juliette, on va parler un petit peu de ton travail et notamment la raison pour laquelle ton travail est montré ici. Comme tu le dis souvent, et comme on le lit souvent, quand on parle de toi, on dit que ton travail questionne le regard que l'homme porte sur l'animal. Je crois que c'est toi qui as écrit ça, en fait. Oui. Et de tout ce point de vue-là, moi j'avais envie de faire un raccourci tout de suite sur le fait qu'on pourrait dire que tu pratiques de ce fait-là un art animalier. Et une question un peu provocante d'une certaine manière. Et moi, à titre professionnel, je suis conservateur d'un musée qui s'appelle le Musée de la Chasse et de la Nature à Paris, qui montre dans ses collections, qui sont des collections à la fois patrimoniales et à la fois d'art contemporain, de l'art animalier, dans l'acceptation qu'on lui donne pour l'art ancien. Alors, la question que je me posais d'emblée, c'était est-ce que Juliette Fontaine est une artiste animalière, si on fait la liaison
Alors, envie de répondre oui et non, ça dépend de quel point de vue on se place, parce qu'effectivement, ce genre de l'art animalier, c'est un genre très prolifique dans l'histoire de l'art, et pourtant, traditionnellement placé très bas dans la hiérarchie classique des genres. Je vous rappelle que dans l'Académie royale de sculpture et de peinture, il y avait une hiérarchie des différents genres qu'on pouvait aborder en peinture et en sculpture. Alors au sommet de la hiérarchie, il y a la peinture d'histoire, la peinture religieuse, et puis en bas de la hiérarchie, à l'avant-dernier niveau, il y a l'art animalier, les animaux, la représentation des animaux, et puis il n'y a qu'un seul niveau en dessous, c'est la nature morte, les objets inanimés qui vraiment étaient encore plus mal classés que le fait de représenter ou de s'intéresser à l'animal. Donc traditionnellement un genre très présent dans l'histoire de l'art, et en même temps très dévalorisé. Alors, j'avais envie de commencer par vous montrer quelques images en fait, qui, en préambule, montrent un petit peu la richesse de la présence animale dans la création ancienne, et un petit peu les différentes acceptations que cet art, qu'on va appeler animalier, peut recouvrir. Alors, traditionnellement, l'animal est représenté pour lui-même, pour sa beauté. Notamment, je vous renvoie à une très très belle exposition qui a eu lieu au Grand Palais à Paris, qui s'appelle Beauté animale. Emmanuel Errand était la commissaire, et il s'intéressait effectivement à cet aspect-là des choses, le côté beauté animale, précisément l'animal représenté soit pour ses caractéristiques, soit avant tout pour sa beauté. Mais il peut aussi avoir d'autres raisons d'être, plus symboliques. Alors, bien sûr, ça peut être une visée ou une présence spirituelle, moralisante. Alors, bien sûr, l'incunable Comte de Lascaux. Ici, une licorne qui, dans la tapisserie d'Adama, la licorne qui se trouve au musée de Cluny, une œuvre du Moyen-Âge, où on voit ici plutôt une présence moralisante dans cet animal fabuleux. Et puis ici, une vision de Saint-Hubert, où le Christ apparaît dans les bois d'un cerf au futur Saint-Hubert, qui donne à cette image du cerf, animal hautement symbolique en France, une qualité divine. Ça peut aussi être une présence politique, notamment ce sont toutes les scènes de chasse qui expriment des enjeux de pouvoir par le passé, ou encore dans le cadre du portrait de cour. Ici, on voit qu'à côté du nain du cardinal Granvelle, une peinture de Thomas More, on voit un chien avec un collier portant les armes de son propriétaire, qui est véritablement une espèce de faire-valoir pour son propriétaire, et qui en plus, de manière assez humoristique, signifie la petite taille du nain qui se trouve à côté de lui, puisqu'au carreau, ils sont pratiquement la même dimension. Et puis ça peut même être plus fort encore, carrément analytique, pourrait-on dire, avec ici la truite, peinte par Courbet, dans les années 1870, au moment où ça va pas très bien pour lui, il vient des boulonnais, on l'accuse d'avoir déboulonné le colonne Vendôme, et on le met en procès, il est obligé de s'exiler, il est traqué, et il se sent comme cette truite qui est attrapée par un hameçon ici, qui est en train de résister et de mourir, et les historiens de l'art, depuis quelques années maintenant, considèrent cette série des truites de Courbet comme de véritables autoportraits. Donc là, l'animal a une portée véritablement beaucoup plus forte que la simple représentation de la beauté d'une truite. Et même si celle-ci, en l'occurrence, est très belle. Mais bon, voilà, l'animal en général, il est représenté vraiment pour un caractère beaucoup plus décoratif, beaucoup plus illustratif de ce qu'est la beauté animale, pour ses caractères comportementaux. Alors, on va traverser un peu l'histoire de l'art très rapidement, avec quelques œuvres que vous connaissez, j'imagine bien, puisqu'on a choisi à dessin avec Juliette des images très très connues d'animaux. Ici, le célèbre lièvre de Durer à la Renaissance, le dindon de Gian Bologna, une sculpture de la Renaissance italienne, là également c'est la majesté. Alors, je ne sais pas si vous trouvez les dindons très très majestueux, mais en tout cas ici c'est ce qui est exprimé par l'artiste. Et puis les caractères des animaux, le chien pour sa fidélité. Ici un tableau de Giacomo Bassano qui est considéré comme le tout premier portrait de chien. Ce sont véritablement des chiens qui sont signifiés pour eux-mêmes et pas pour un type de chien. À la Renaissance, les vaches pour leur caractère placide, et ici en Hollande au XVIIe siècle, je vous montre la prospérité de la Hollande à travers ses animaux domestiques, la fureur et l'agressivité des grands fauves, ici une chasse au lion de Rubens au XVIIe siècle, là c'est le caractère extrêmement martial du lion, et la dangerosité
qu'il représente, qui est représenté ici, avec l'arrêt de Chardin, qui est peut-être une des plus célèbres peintures animalières de l'histoire de la peinture française. On montre à la fois l'étrangeté, l'inquiétante étrangeté d'une raie avec cette espèce de visage, qui n'est pas un visage, bien sûr, comme vous le savez, et puis aussi le caractère un peu vil du chat, qui est à la fois effrayé et qui a envie de chatarder, visiblement ce qui se trouve sur la table. La fascination qu'on peut avoir pour le tout autre qu'est l'animal, notamment l'animal exotique, quand on ne l'a jamais vu. Ici, un tableau de Roberto Longhi qui montre un rhinocéros, espèce rarissime en Europe. On est à Venise, au XVIIIe siècle, le tout premier rhinocéros à avoir foulé le sol européen, et la fascination qu'exerce sur les hommes, ces étranges créatures, quand on ne les a jamais vues, ou quand on ne les a jamais vues que par des représentations. La vélocité du cheval, ici on passe au XIXe siècle avec Géricault, le Derby d'Epsom, la placidité, la docilité de l'animal domestique, un tableau très connu qui se trouve à Orsay, qui s'appelle Le labourage nivernais, par Madame Rosa Bonheur. L'élégance du chien de cour, ici c'est un portrait d'Eos, qui était un des chiens favoris de la reine Victoria en Angleterre, voilà, qui est montré avec ses accessoires très chic, qui est aussi chic que le chapeau, aussi chic que la canne, aussi chic que les gants de peau. Là encore, la puissance, la force du lion, la beauté de la musculature, qui est mise en avant par Barye, le grand sculpteur animalier du XIXe siècle. Et puis le caractère élastique, mystérieux du chat, par Pierre Bonnard. Voilà pour ce petit tour très très rapide de ces quelques icônes de la peinture animalière à travers l'histoire de l'art. Et alors, je plaisantais un peu au début en parlant d'art animalier, et évidemment, Juliette levait le sourcil, à juste titre, puisqu'aujourd'hui, l'art animalier, ça n'est pas très très bien considéré. En tout cas par une certaine intelligentsia, parce qu'il y a plusieurs manières de pratiquer la création, d'exprimer la création, et il y a aussi une manière de le faire qui est une manière amateur, qui est une manière très sympathique, qui est tout à fait respectable, mais qui effectivement ne consiste pas dans un investissement intellectuel ou un investissement personnel aussi fort qu'une pratique artistique telle que celle que pratique Juliette Fontaine. Alors il y a toute une tradition encore aujourd'hui d'artistes animaliers qui se revendiquent de travaux comme celui-ci que vous connaissez bien, qui est le célèbre Ours blanc de Ponton, qui est une œuvre qui n'est pas du tout une œuvre conceptuelle. Ponton a souhaité faire un bel ours qui exprime le caractère bateau et majestueux de cet animal sans entrer dans une considération intellectuelle ou conceptuelle particulière. C'est une œuvre décorative qui plaît à toutes les générations, qui est un peu dans son temps, c'est une œuvre très art déco, et qui plaît pour ses qualités formelles, ses qualités décoratives. Et encore aujourd'hui, un certain nombre d'artistes expriment encore ces qualités. Alors je vous en montre quelques-uns. Julie Salmon qui présente de jolis buffles dans la savane. Ça c'est véritablement ce qu'on appelle aujourd'hui, parfois de manière péjorative, ce qui n'est pas très sympathique je trouve, même si je n'ai pas de goût particulier pour ce type de création, mais voilà, c'est une manière de s'exprimer. Elle est respectable, même si qu'il passe mal ne m'intéresse pas beaucoup. Ici, vous avez la sculpture de Pauline Aurel, vous voyez qu'elle reprend, presque 100 ans plus tard, le modèle de Pompon. Il y a très peu de variantes, on reste sur une forme de tradition iconographique. C'est un Botero par Madame Isabelle Maury. Et puis je finis avec un ravissant chien par Olivier Joannetto. Voilà, des œuvres décoratives que l'on peut placer sans risquer la faute de goût dans une maison de campagne. Il n'y a pas d'autres buts, et c'est tout à fait respectable du point de vue. Alors cet art animalier, en fait, il a été très dévalorisé au XXe siècle. Vous le savez peut-être, vous savez que les avant-gardes du XXe siècle ont cessé de s'intéresser au sujet, et notamment à des sujets qui étaient considérés comme ringards. Représenter un animal, c'est un petit peu ce que je vous dis d'ailleurs, représenter un animal, quel intérêt ça a-t-il quand ça a été si bien fait par le passé. Donc les préoccupations des avant-gardes au XXe siècle étaient très 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 différentes. Il y a des préoccupations plastiques qui ne portaient pas véritablement d'intérêt pour le sujet lui-même. Les marines,
les sujets religieux, les sujets d'histoire, sont globalement délaissés, et l'art animalier, qui n'avait déjà pas une position très très élevée dans la hiérarchie des genres et dans la hiérarchie des sujets que l'on pouvait traiter, est évidemment considérablement ringardisé au XXe siècle, ou alors quand on représente l'animal, c'est vraiment dans un contexte plutôt bon genre, plutôt élégant, plutôt décoratif. Et depuis, en fait, c'est difficile de situer le début du regard d'intérêt pour l'animal. Je ne sais pas si tu as tenté, toi, mais en fait, c'est assez contemporain du début de ta pratique personnelle, en fait. C'est, je pense, au début des années 90. Il y a un retour pour l'intérêt de l'animal. Alors, moi, j'y vois plusieurs raisons. D'une part, il y a une révolution dans les années 70 dans la théorie de l'art, ce qu'on appelle le post-modernisme, qui est un concept qui a été théorisé par un Anglais qui s'appelait Charles Jenks, qui l'a d'abord théorisé pour l'architecture, et qui, en fait, partait du principe que, la radicalité du XXe siècle, les ruptures permanentes, cette course en avant pour faire différent, pour ne pas copier les artistes du passé, pour faire éternellement nouveau, éternellement plus fort, toujours plus loin, finalement, finissait par être une course absurde, puisqu'il y a un moment où quand vous avez fait un carré blanc sur fond blanc, comme Malevich, ou quand vous avez utilisé un porte-bouteille pour en faire une œuvre d'art, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin dans le concept et dans la réduction abstraite. Et donc Charles Jenks dit, mais pourquoi pas accepter de revenir à une forme de tradition, pourquoi pas accepter de revenir à la notion de sujet, pourquoi pas à nouveau représenter des choses qui nous touchent. Alors lui, il a pensé pour l'architecture, il a dit pourquoi pas revenir à la colonne antique, après tout, on a fustigé ça, mais on peut revenir à ça, c'était des modèles anciens qui fonctionnaient bien. Et donc, l'art contemporain, et pas seulement l'art, la littérature aussi d'ailleurs, a accepté peu à peu cette théorie, l'a rendu plus abordable, plus complexe. Et donc, à nouveau, il y a eu une possibilité, en fait, sans être taxé de ringard ou d'artistes qui n'ont rien compris à la modernité, on pouvait à nouveau réaborder la tradition, et pourquoi pas donc réaborder l'animal. Et puis, il y a des autres raisons, moi, j'en vois deux autres. D'abord, on réinvestit l'animal, parce qu'au XXe siècle, l'image de l'homme est quand même terriblement avilie, terriblement abîmée. Le XXe siècle, c'est les guerres mondiales, c'est les génocides, c'est la bombe atomique, c'est la course effrénée au profit, à tout craindre, et évidemment de ce siècle un peu atroce, très dur, l'image de l'homme est sortie extrêmement abîmée, en fait, extrêmement avilie, et dans l'art, souvent, on ne le tolère plus que comme souillé, comme abaissé, et comme coupable, notamment. Et de ce fait-là, avec cette part d'innocence qui a disparu chez l'homme, en fait, il y a une espèce de place qui se crée pour l'animal, qui lui, en revanche, incarne une forme d'innocence, qui n'est pas souillée, en fait, par tous ces drames. Et puis enfin, la plus évidente, je pense, c'est aussi aujourd'hui, c'est nos préoccupations environnementalistes, qui nous touchent tous, que les médias, évidemment, nous inculquent énormément. On a une vraie préoccupation pour l'avenir de la planète, et notre premier contact avec la planète, c'est l'animal, et le fait de le considérer différemment est aussi très, très important. Et puis les sciences changent beaucoup, enfin l'éthologie dont on parlera longtemps n'arrête pas effectivement au fur et à mesure que la recherche avance, on se rend compte que cette frontière qui était extrêmement marquée dans les cultures judéo-chrétiennes, une frontière très infranchissable entre l'homme et l'animal, cette frontière, on se rend compte évidemment qu'elle est de plus en plus poreuse, et qu'en fait notre séparation avec le règne animal n'est pas si étanche que ça. Donc, autant de raisons, je pense, qui poussent les artistes à s'intéresser au sujet. Alors, je ne sais pas si Juliette partage ces points de vue, si toi il y avait d'autres choses qui, quand tu as choisi de t'intéresser à cette thématique, entre guillemets, te viennent en tête. D'abord, on travaille par beaucoup du vivant en général, l'animal en faisant partie. Effectivement,
effectivement, Atopia est très peuplée de bêtes. Alors, pour se centrer sur la bête, il est vrai qu'il y a une idée centrale dans mon travail, c'est ce que l'homme fait subir à la bête. Ça, c'est clair. Parce qu'en fait, la destruction du vivant par l'homme, de l'animal par l'homme, c'est la destruction de l'homme par l'homme. Il ne faut pas se leurrer. Si on tue les animaux, si on les repousse parce qu'on habite de plus en plus leur territoire, voilà, si on les fait disparaître, on fait disparaître l'humanité. Donc en fait, l'apparition de l'animal, la place de l'animal dans mon travail est avant tout une interrogation aussi sur l'avenir du vivant. Et donc, quand on a préparé un petit peu cette intervention, on a essayé de trouver des artistes. Alors, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui s'intéressent à l'animal, c'est une thématique qui, en tout cas, c'est une préoccupation forte pour les raisons que je vous ai exprimées et que vient d'exprimer Juliette. Et alors, parmi les artistes que tu avais souhaité nous montrer ce soir et avec lesquels tu viens de voir son exposition à Beaubourg qui vient de se terminer, je crois, il y avait Pierre Huyghe. Alors, je vous montre rapidement deux images qu'on a sélectionnées. Alors, d'une part, il y a une œuvre qui est une œuvre très très particulière. On est vraiment dans le champ de l'art contemporain, dans ce qu'il a de plus pluridisciplinaire et assez radical, puisqu'en fait, l'œuvre, c'est le chien, c'est cet animal vivant dont la patte est rose, dont une des pattes est rose. Et puis ici, c'est une ruche, une véritable ruche avec des vraies abeilles, qui s'est installée sur la tête d'une sculpture en apparence, comme vous le voyez, très traditionnelle. Là, il y a une espèce de collage entre quelque chose de en apparence très rassurant, qui est la femme nue, grand classique de la sculpture, de la peinture, et à laquelle on a accolé une espèce d'image même de la culture, à laquelle on a accolé une espèce de choses très organiques, pour le coup, qui est une nature avec cette ruche. Moi, ce qui m'a fasciné dans l'exposition de Pierre Huyghe, même s'il y a des aspects de son travail desquels je ne me sens pas toujours tout à fait proche, c'est l'introduction de l'animal vivant dans une exposition d'art contemporain. C'était hallucinant. Il y en avait plein. Il y avait une petite fourmilière qui était à l'intérieur d'un mur, donc il y avait des fourmis qui sortaient, il y avait des araignées, il y avait des... Voilà, le Bernard l'Ermite qui a choisi comme habitat, enfin lui propose comme habitat, non pas la coquille d'un autre, mais en fait la sculpture, la muse de Brancusi. Bon, je trouve que c'est une idée assez admirable. Et le chien que tu as montré au début avec sa patte peinte en rose était présent dans l'exposition, de temps en temps apparaissait et redisparaissait. Et puis il y avait ses abeilles, et puis il a créé aussi des microcosmes en fait, avec des drôles de bêtes qui ont des formes incroyables. Ça m'a bouleversé en fait que l'animal puisse, surtout à Beaubourg, qui est quand même une grosse machine. Il a vraiment là bougé les lignes. Il a fait un sacré boxon quand même. Ça a été compliqué d'ailleurs. Bon, mais je trouve ça, je trouve ça assez admirable que l'animal devienne créateur en fait. Alors ici, toi, tu as de la chance parce que les animaux, ils sont déjà là. Il y a des animaux vivants au muséum, aquarium de Nancy, ils étaient déjà là. Donc finalement, tu as pu aussi jouer avec la présence vivante de l'animal, même si c'est pas toi qui l'a amené. Comment tu as
appréhendé ça, le fait que tu te trouvais dans un lieu où l'animal vivant était présent? Là, c'est un autre niveau, en fait. C'est comment il a, évidemment, je remercie très généreusement au passage le commissaire de cette exposition, Jean-François Robardet. Là, il s'agissait de se faire côtoyer des œuvres avec les vivants, avec les aquariums. C'est pas du tout la même démarche. De mettre en regard, en fait, surtout des vidéos avec ces animaux vivants. Parce que sinon, les travaux inédits que j'ai faits pour cette exposition, c'est à partir d'espèces naturalisées. Oui, c'est plus l'aspect zoologique qui t'a inspiré, mais on va en parler un peu plus tard. Et puis tiens, au passage, vous savez que beaucoup, un certain nombre d'artistes contemporains utilisent les animaux vivants maintenant dans leur travail. Alors c'est le cas de Pierre Huyghe qui le fait énormément, et à chaque fois c'est problématique. Vous savez qu'aujourd'hui on a une sensibilité très forte vis-à-vis de l'animal vivant. Certains appelleraient ça une sensiblerie, d'autres ont une sensibilité qui leur font dire qu'il ne faut pas dire animal, mais il faut dire animal non humain. Et de ce fait-là, présenter l'animal vivant dans une pièce d'art contemporain est souvent difficile parce qu'un certain nombre de gens qui ont une empathie profonde pour l'animal trouvent ça extrêmement choquant. On peut le comprendre que au bénéfice d'un divertissement, puisque c'est aussi comme ça que l'art peut être considéré encore aujourd'hui, voire un divertissement un peu plus créatif. On puisse utiliser l'animal, le mettre comme ça. On peut trouver, en tout cas, trouve indigne de forcer un pauvre Bernard Lermite qui n'a rien demandé à faire sa maison dans une fausse tête de Brancusi, dans un aquarium éclairé en rouge, pour être regardé par des touristes. Donc voilà, c'était juste, on ne va pas régler le débat sur c'est un débat qui n'est pas un débat, mais effectivement, toi, l'avantage des animaux, tu les as pas instrumentalisés, en tout cas, ils étaient déjà là, et voilà, il y a pas eu de... Non, c'est juste un côtoiement. Mais quand même, l'intrusion animale dans le travail de Pierre Huyghe n'est pas tant instrumentalisée que ça, je trouve. Je ne le pense pas, je ne fais que dire parce qu'en général, dès que vous avez l'exposition, tu l'as constaté, j'imagine, mais dès qu'il y a une exposition où se trouve un animal vivant, il y a forcément des lignes de vertu de protection des animaux qui immédiatement font une tribune et expriment le fait que c'est indigne pour l'animal d'être mis comme ça sous le regard, et que ce n'est pas mieux que l'élevage en batterie, ou que c'est la même manière d'instrumentaliser l'animal, et ça n'est pas complètement faux. Alors je voulais également montrer un autre artiste contemporain. Alors il est plus vraiment contemporain puisqu'il est mort, mais enfin il est mort il n'y a pas très longtemps, qui a été à l'origine de notre rencontre. En tout cas, le premier travail qu'on a fait ensemble, c'est Gilles Ayot. Donc vous voyez, là ce sont des peintures tout à fait extraordinaires. Là, c'est un médium assez traditionnel. On n'est pas dans la radicalité de Pierre Huyghe. Ici, avec Gilles Ayot, on est dans un contexte assez traditionnel finalement. Peinture, huile sur toile, avec une maîtrise technique incontestable. Et en revanche, le caractère très fort de ces images est que, en apparence rassurante et sympathique au premier abord, elles sont en fait extrêmement anxiogènes, puisqu'à chaque fois ce sont des animaux qui sont représentés dans un cadre de captivité. Alors c'est très très clair évidemment avec l'image que vous avez à la droite de l'écran. Vous voyez deux lionnes, je pense, qui sont visiblement enfermées dans une cage. Ça n'est pas aussi évident dans d'autres peintures, mais à chaque fois il y a dans cette peinture un petit détail qui permet, au-delà de la première approche de peinture, qui est une peinture plutôt décorative, plutôt agréable à regarder, on se trouve confronté à l'environnement animal, à l'instrumentalisation animale. On retrouve le même thème, c'est-à-dire c'est la délectation. Alors évidemment les zoos et les lieux où l'animal est maintenu captif, bien sûr, il y a parfois des raisons scientifiques, c'est pour les protéger, c'est pour les étudier, mais il y a aussi un but de divertissement.
et qui peut également être perçu comme indigne de l'animal. Et donc je vous laisse simplement montrer ici quelques images, mais on y reviendra plus tard de ton exposition. Alors, donc ton travail s'inscrit effectivement dans ce registre-là. Hein. Donc, le oui et non de l'art animalier, c'est un petit peu le sens. L'animal est très présent dans ton travail. Et je voulais commencer à vous montrer une première œuvre de Juliette qu'on a choisie à dessin. Il s'agit on a choisi une œuvre qui est liée à l'enfance, pour commencer. Autant parler de l'enfance, parce que je crois que l'enfance, c'est très très important. Dans ton travail, moi je la vois vraiment parcourir énormément tous les aspects de ton travail. Et donc cette première œuvre que nous voulions montrer, c'était Un amour tendre. Alors, j'essaie de maîtriser le bac. Et on va vous montrer simplement. Je vais parler sur la vidéo, c'est pas bien, c'est pas très poli, mais nous sommes un peu tenus par le temps. Et on a voulu commencer par ça parce que, effectivement, c'est là que l'on voit que dans ton travail, l'animal certes est présent, mais c'est évidemment aussi toute autre chose qui est exprimée. Ici, donc, c'est une vidéo Super 8, une petite fille, filmée donc en Super 8 que tu as récupéré ensuite en vidéo, que tu as retravaillé, notamment retravailler le son, comme tu le fais toujours en vidéo. Et c'est une vidéo évidemment extrêmement troublante. On devine qu'elle est filmée par quelqu'un de sa famille, par son père, par sa mère. Et il y a évidemment quelque chose d'assez dérangeant, hein, que le public ressent d'ailleurs. On a vu dans le livre d'or que certaines personnes s'étaient un peu étonnées de cette espèce d'exhibitionnisme de l'affection de cette petite fille pour ce chat. Le chat a l'air plus ou moins ravi des câlins un peu intrusifs qu'on lui fait subir. Et donc là, on est incontestablement au-delà de la représentation de l'animal, de la mise en scène de l'animal. C'est autre chose qui est citée. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, tout de suite, je me suis dit, mais c'est une œuvre extrêmement forte, effectivement extrêmement violente. J'ai vu l'inversion de la scène primitive, cette petite fille qui est filmée par son père, sa mère, par quelqu'un de sa famille, visiblement. Elle inverse la scène primitive, c'est elle qui est l'objet du voyeurisme ou du fantasme de son entourage. La scène primitive, c'est le fantasme que les enfants ont de savoir d'où ils viennent, et notamment d'imaginer quelle a été leur conception. Hein. Quand les enfants posent la question comment on fait les bébés, ils se fichent évidemment de savoir comment on fait les bébés, ils veulent savoir comment eux ont été faits à ce moment-là et comment ça s'est passé. Et ils le fantasment énormément, et quand ils restent bloqués à ce stade, qu'ils ne dépassent pas, ça crée des névroses très très fortes que Freud a analysé très très tôt, avec le cas d'un de ses patients qu'il a traité pendant des années, et dont il a donné le diagnostic dans un domaine assez intéressant, dans un texte qui s'appelle L'homme au loup, puisque ce petit garçon avait fixé dans un rêve où il voyait des loups perchés dans un arbre, rentrer dans sa chambre. C'était à travers une figure animale, la figure du loup, la figure de la peur enfantine, qu'il a fixé en fait cette névrose de ce petit garçon qui l'a gardé toute sa vie. Donc à travers, moi j'y avais vu effectivement une œuvre, comme vous le voyez, qui va bien au-delà de l'expression de ce qu'est un animal, d'une caractéristique d'un animal, de nos relations avec l'animal. Ça peut aller très loin.
ceci dit, évidemment, je n'ai pas coupé la vidéo, c'est pas bien, bon, c'est pas grave, elle va s'arrêter tout seul. Et l'enfance est encore effectivement un thème qui est très très présent dans ton travail. Il est présent effectivement dans cette œuvre. Il est très très présent dans ce qui touche à l'animalité en fait. Notre rapport à l'animal, il vient souvent de l'enfance. Toi, je suppose que tu as des animaux particuliers et ça. Je ne sais pas si ça a marqué, je pense qu'il y avait un chat. Oui, c'est vrai que depuis très toute petite, oui, l'animal me fascine, mais comme beaucoup d'enfants, je pense. Ce qui me semble... alors bon, je ne vais pas forcément revenir sur des scènes primitives inversées. Ce sera un peu complexe, un petit peu long, mais dans cette vidéo, en fait... alors quand tu dis que la petite fille sert l'animal et qu'on a l'impression que l'animal n'est pas toujours très... De toutes les façons, on ne sait pas ce que perçoit l'animal quand on le caresse. Elisabeth de Fontenay, le philosophe de l'animal par excellence, dit que en fait, le chien il a une vraie terreur de la caresse, on ne sait pas. Donc, en revanche, l'enfant, il est indéterminé par rapport à l'animal, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de fusion, il y a une espèce de... Et c'est vrai que je pense que c'est le cas de tous les enfants. Les petites filles, oui, j'avais un rapport ultra fusionnel, tout particulièrement avec le chat, beaucoup moins avec le chien. Mais ça, je crois que voilà, ça appartient à l'enfance, une sorte de... L'animal et l'enfance ne font qu'un, évidemment. Il y a effectivement un stade, alors qu'il est dans le stade dans lequel reste un peu bloqué, le jeune homme de Longolou, que Freud décrit, qui est ce stade effectivement déterminé dont tu parles, qui autorise, que vous avez tous vécu, j'imagine, individuellement, petit garçon, petite fille, qui est ce stade où vous ne savez pas faire vraiment la différence entre ce qu'est un homme et un animal, c'est pas tout à fait déterminé dans votre esprit, et de ce fait-là, cet état autorise à la fois la tendresse, comme l'exprime la tendresse fusionnelle, comme l'exprime la vidéo un amour tendre, et puis ça autorise aussi la cruauté. On le voit, enfin je sais pas, moi quand j'étais petit garçon, j'arrachais des mouches, comme beaucoup de petits garçons, sans me rendre compte du tout que c'était terrifiant pour cette pauvre bête. Enfin, il n'y avait pas de notion de cruauté, et pas de notion de culpabilité par rapport à ça. Et moi, c'est encore pire, parce que je l'ai soigné. Je vais raconter qu'après avoir arraché les mouches, je les installais sur des petits cubes de polystyrène, et j'attendais qu'elles guérissent. Bon, ça ne marchait pas très bien, mais voilà, c'est marrant, parce que quand j'y repense maintenant, bien sûr, ça n'est que ça, le rapport de l'enfant à l'animal, c'est un rapport tellement fusionnel qu'à la fois la tendresse et la cruauté sont autorisées. Alors il y a beaucoup de travaux qui évoquent ce rapprochement entre l'enfance et l'animal. On voulait montrer avec Juliette le travail de Françoise Petrovitch, qui est une artiste de ta génération, qui elle montre dans une très grande série, ce sont des aquarelles, des gouaches, des aquarelles monumentales, des têtes de poupées qui fusionnent comme ça avec des animaux, et puis c'est très très présent dans la littérature, bien sûr. Et quand on préparait cette petite causerie, tu me parlais d'enfance, de Nathalie Sarraute, qui était un texte qui t'avait marqué. Oui, qui m'a beaucoup marqué, l'œuvre de Nathalie Sarraute. J'aime beaucoup. Mais dans l'enfance, ce qui me semble important, c'est que quand on dit l'enfance traverse ton travail, on pourrait entendre très rapidement qu'il y a une teneur autobiographique et que je raconte ma petite histoire d'enfant, ce qui n'est surtout pas le cas, ce serait son intérêt. Et l'enfance de Sarraute, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'elle ne raconte pas du tout son enfance. Alors qu'elle prétend le faire, pour resituer, si vous ne l'avez pas lu, elle prétend qu'elle va raconter son enfance dans le roman, et en fait, c'est juste un livre sur des réminiscences qu'elle appelle des tropismes. Donc des choses très très comme ça, très légères, très difficiles à décrire, et qui pourraient finalement appartenir à l'enfance de beaucoup d'autres. Donc c'est pas un travail autobiographique. Alors cette tendresse et cette cruauté dont on parle, on va rebondir dessus, puisqu'elle
elle traverse ton travail. Alors c'est une vidéo qu'on ne va pas vous montrer, mais Anacorette, c'est une vidéo qu'on connaît bien de Juliette Fontaine. Elle a été montrée notamment au festival Hors Piste au Centre Pompidou il y a 2 ans. Parmi les vidéos, c'était un festival qui était consacré cette année-là à l'animal et à l'image de l'animal dans la création contemporaine, et notamment dans la vidéo, parce que c'est un festival de l'image en mouvement. Et donc on y montrait Anacorette, qui est une œuvre fantastique, qui montre un plan fixe sur cette antenne de télévision où se trouve juché un merle. Vous savez que les merles ont ce chant absolument divin, d'une variété absolue. Et voilà, pendant plusieurs minutes, le merle chante, avant de disparaître, avant de s'envoler, avant de quitter le chant et de reprendre sa liberté. Et puis la tendresse, donc là on voit la vidéo telle qu'elle est installée dans l'exposition. Et puis une autre série qui moi, m'évoque cette empathie, tu vois, pour l'animal, cette tendresse, c'est la série Kierou. Vous avez montré, vous avez la chance, je te laisse la présenter peut-être rapidement. Kierou. Mon accent japonais n'est pas... Non, mais je l'ai quand même plus. Kierou veut dire en japonais disparaître, donc en fait c'est une série, je ne sais pas combien il y en a, 10 je crois, qui a été exposée aussi chez nous. Donc en fait c'est un travail assez systématique et très très simple et très radical. Il s'agit d'un travail de dessin de gueules d'animaux diverses qui font tous partie de la liste des animaux en voie d'extinction. J'ai oublié la fameuse liste rouge. Donc la gueule de l'animal est travaillée au fusain, qui est un matériau qui est très, poussiéreux, qui s'efface très facilement. Et sur cette gueule d'animal, j'applique de manière systématique une espèce de chevelure qui coule, une chevelure féminine, qui reprend en fait la figure du fantôme dans le cinéma japonais contemporain, que l'on peut voir dans The Ring, Ringu, dans les films de Kurosawa. Donc ce sont des fantômes. Et après la tendresse, on va passer. Alors ici, je vous montre effectivement la mise en scène de la série qui est roue dans les salles du muséum. Et puis, je voulais aussi parler du pendant de la tendresse, qui est plutôt la cruauté. Alors, tu vois, il ne s'agit pas de souligner la cruauté, ni d'ailleurs de la dénoncer, mais voilà, d'exprimer qu'elle existe, même quand elle semble innocente. Et il y a une série de vidéos comme ça qui sont des vidéos assez sombres, c'est souvent le cas dans ton travail, ou sur une thématique sur laquelle tu travailles souvent, qui est l'animal enfermé. L'enfermement animal, c'était la raison pour laquelle on avait associé ton travail au travail de Gilles Ayot, dont on a vu les peintures tout à l'heure. Tu as beaucoup travaillé dans les zoos, notamment à la ménagerie du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, où tu as fait plusieurs vidéos qui exprimaient un ressenti dur par rapport à l'enfermement animal. Alors il y a cette première vidéo qu'on ne va pas vous montrer qui s'appelle The Noise, où l'on voit un singe très très connu du Muséum d'Histoire Naturelle, et je sais qu'ici il y a aussi une star, un chimpanzé star qui est naturalisé ici, qui était il y a souvent comme ça des animaux stars dans les ménageries, dans les zoos. Ici c'était, je ne sais plus comment il s'appelait, ce singe. Il me semble que c'est un colloque. Je crois. Qui en fait qui est dans sa cage, et on le voit évoluer, et puis il y a un bruit de l'instrument pendant le cours de la vidéo. Et en fait le singe qui est tellement habitué à cette vie urbaine où ses sens sont, semble-t-il, assez émoussés par cette vie en captivité, ne réagit pas du tout, extrêmement peu à ce bruit qui est pourtant une détonation extrêmement violente. Il y a également le Sentinelle, qui filme deux mangoustes, également au Muséum d'Histoire Naturelle. Et puis on va vous montrer The Loom, qui est une très, très, très belle vidéo, qui montre un félin, également filmé au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
Alors, dans cette vidéo, vous avez probablement constaté qu'il y a une espèce d'ambivalence, d'ambiguïté. On ne sait pas très bien si c'est une boucle. La vidéo est montrée en boucle, habituellement. C'est une vidéo qui dure, je ne sais pas combien de temps, quelques minutes. Oui, voilà. Et en fait, qui est montée en boucle. Donc, quand on la montre, si vous la voyez, si vous l'avez déjà vue, ou si vous allez la voir dans l'exposition, vous verrez que elle tourne en boucle en permanence, et on ne sait pas forcément. Alors, il y a quand même un écran noir avec le nom qui signifie que la vidéo est terminée, elle reprend. Ceci dit, si on ne sait pas cet écran noir, je ne sais pas si tu le fais dans l'exposition, il y a un écran noir où la vidéo se poursuit ici, sans écran noir ici. Ouais. Bah, comme elle est en fait en écho avec d'autres, une autre vidéo, elle s'éteint, l'autre vidéo démarre, mais en revanche, la nuit blanche, à Paris, elle fait en boucle pendant, je sais pas. On avait annoncé effectivement en boucle la nuit blanche, et du coup il y avait une ambiguïté, puisqu'on ne savait pas quand ça commençait, quand ça se terminait, et surtout ce qui est très troublant, du coup, parce qu'en fait, ce n'est pas un montage. Enfin, effectivement, la panthère, pardon pour ceux qui sont plus autorisés que moi en zoologie, c'était pas une panthère, fait toujours le même parcours avec une infinie variation, mais c'est toujours le même parcours qui se répète indéfiniment, et cette notion de boucle, de ralentissement, de travail sur le temps, c'est quelque chose que tu exploites beaucoup, et avec beaucoup de talent, je dois dire, dans tes vidéos. Oui, pour souvent insister sur quelque chose, et là c'est une évidence dans Eunoms aussi, le singe, le colobe, qui est aussi ralenti, c'est pour accuser l'enfermement. Je suis sensible à l'animal enfermé dans le zoo parce qu'en fait il est en proie au regard. Le propre de l'animal, de mon point de vue, c'est de pouvoir disparaître, de pouvoir se cacher. Et donc là, il ne peut pas. Donc ça, je trouve ça d'une extrême violence, c'est-à-dire que la nature même de l'animal, qui est donc de pouvoir devenir invisible, ne peut plus l'être. Contrairement aux aquariums, les poissons peuvent se camoufler. Voilà, c'est tout à fait autre chose. Là, en fait, comment dire, là on a une image. En fait, je voulais rebondir sur un texte que j'aime beaucoup, Le visible et le caché, de Jean-Christophe Lévy. Où en fait, le visible, c'est-à-dire ce qui nous entoure, là, cet auditorium, il y a des petits coins cachés. On pourrait se cacher. L'animal dans la nature ne cesse en fait de traverser le visible pour se cacher et ressurgir. Contrairement à une image, le visible, c'est pas l'image, et là, c'est une image. Donc déjà, le zoo enferme l'animal et le rend tout le temps visible, et en plus, moi, je crée une image. Et l'image est encore un autre enfermement. Parce que là, du coup, on rebondit sur, vous savez, la fameuse phrase de Jacques Lacan qui dit que le tableau est un piège pour le regard, et notamment en parlant de ce tableau, les ambassadeurs d'Holbein, qui est un grand chef-d'œuvre de l'histoire de l'art européen, il disait ce tableau n'est rien d'autre que ce que tout tableau est, un piège à regard. Et donc ça rebondit effectivement sur ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement le zoo c'est un piège à regard, c'est-à-dire c'est le lieu, tout comme le musée et on peut le dire, le lieu où l'homme exprime son droit à regarder une œuvre d'art, à regarder une image piégée dans le cadre du cadre du tableau, et où on exerce son droit à regarder. Et bien, le zoo c'est un petit peu ça aussi, c'est l'endroit où l'homme s'autorise à exercer son droit de regard sur un animal qui perd effectivement ce que tu disais, cette capacité première, cette capacité qui est de se dissimuler, se cacher, de se dissimuler au regard, et voilà, le fait de le mettre dans le zoo, dans le contexte du zoo, dans un contexte d'enfermement, est une espèce de manière d'exprimer une espèce de superpuissance, puisqu'on le condamne à ne plus pouvoir se dissimuler au regard. Et en plus, quand il est en plus capté par la vidéo, on se retrouve dans un contexte. Et là, en plus, si je peux me permettre, c'est que j'ai fait un cadrage spécifique pour que l'animal qui tourne en rond, comme un pauvre air, sorte de l'image. Donc c'est-à-dire que ce cadre où elle en sort, où la bête
du cadre pourrait redevenir justement cachée et invisible. Mais finalement, pas du tout, puisqu'elle ne sort jamais véritablement de l'image, puisque la queue relève toujours la gueule de l'animal. Donc finalement, elle n'en sort jamais. Alors je voulais revenir maintenant précisément à l'exposition et à sa caractéristique un peu première, c'est que cette exposition elle est dans un lieu un peu particulier, puisque nous sommes ici dans un muséum aquarium, un lieu de patrimoine, un lieu où les anciens et d'autres viennent se réapproprier leur patrimoine, en l'occurrence ici un patrimoine scientifique. Alors c'est évidemment quelque chose qui m'a intéressé quand j'ai su que tu avais travaillé dans ce contexte-là, parce que nous, au musée de la chasse, on confronte en permanence dans un lieu de patrimoine, puisque le musée est installé dans 2 hôtels particuliers anciens, du Marais à Paris, avec une collection patrimoniale importante dans laquelle on a glissé de manière très très discrète des œuvres d'art contemporain. C'est le cas ici dans ce petit cabinet, on se trouve accroché 2 tableaux de Rubens montrant Diane et ses nymphes partant à la chasse, et puis au-dessus le plafond est investi par l'artiste flamand Jan Fabre, toujours avec une optique, la manière qu'on a traité l'art contemporain au musée de la chasse et de la nature, ce qu'a souhaité Claude Dantenez, son directeur, et nous-mêmes qui l'avons aidé dans cette entreprise, c'était que précisément, et contrairement à ce qui se fait beaucoup quand on montre l'art contemporain dans des lieux de patrimoine, ce qui se fait depuis quelques années maintenant, on n'a pas souhaité la confrontation. C'est souvent ce que le public reproche à l'art contemporain quand il est montré dans des lieux de patrimoine, que ce soit des églises, des musées, que sais-je encore, c'est souvent une espèce de logique de confrontation. Le commissaire de l'exposition va se dire, je vais vous montrer que maintenant l'art contemporain c'est quand même vraiment mieux que ce qu'on faisait par le passé, on va un peu réveiller tout ça, on va un peu dépoussiérer ces endroits, et on va montrer que maintenant ça dépote, et c'est plus la même chose. Alors moi c'est pas dans cette optique-là que j'aime montrer l'art contemporain, j'ai pas envie d'une confrontation, j'ai plutôt envie d'un vrai dialogue, et c'est je crois ce que tu as essayé de faire ici. Alors on va passer rapidement, mais il y a un grand modèle pour ça. Je vous conseille très très vivement, si vos pas vous portent dans les mois à venir en Vendée. C'est un lieu un peu perdu, c'est le château d'Oiron, où se trouve à mon sens l'endroit où dialogue peut-être le mieux en France, à part au musée de la chasse et de la nature, et dans l'exposition Atopia. Jusqu'à la fin du mois d'avril, c'était le château d'Oiron, où Jean-Hubert Martin a, au début des années 90, réinvesti ce château qui avait été construit par Claude Gouffier au début de la Renaissance, un château qui appartient à l'État, qui était un petit peu à l'abandon, et un peu vide en tout cas. Ils ont souhaité réinvestir ce château uniquement avec de l'art contemporain, mais en choisissant véritablement des pièces, en produisant des pièces qui étaient véritablement conçues pour accompagner le lieu, pour accompagner le visiteur dans sa compréhension du lieu. Et notamment ici, je vous montre une pièce de Daniel Spoerri, qui est, à mon avis, tout à fait parlante de ce choix, dans cette grande salle, cette grande galerie, qui ressemble un petit peu à une galerie de château, une galerie de trophées, en fait, où on peut imaginer que par le passé, il y avait probablement des trophées accrochés au mur. Ici, Daniel Spoerri a créé de véritables trophées contemporains, certes, fait l'assemblage d'objets de récupération, comme il le fait habituellement dans ses tableaux pièges, dans son travail. Et ici, en fait, il les a accrochés au mur à l'exemple de trophées ou de trophées d'animaux, ou à l'exemple de ces panoplies d'armes qu'on pouvait voir dans les châteaux. Donc une manière comme ça de réactiver une tradition présente dans ces espaces. Donc la logique n'est pas l'affrontement, n'est pas que l'artiste surimpose son discours sur le lieu qui l'accueille, sur le lieu de patrimoine qui l'accueille, mais au contraire accompagne le lieu qui l'accueille. Et je pense que dans l'exposition que Jean-François Rombardet et Juliette ont conçue ici, il y a ce souci permanent de dialogue. Là. Tu vas pouvoir me dire comment tu as envisagé, comment vous avez envisagé, peut-être que Jean-François peut s'exprimer. C'est sympa, c'est une question pour Jean-François. Dis-moi ce que tu penses. Je vais être prudente. En fait, ce qui me semble intéressant, donc je ne vais pas répondre à la place de Jean-François, je vais faire un petit saut. Ce qui me semble intéressant,
d'exposer dans un lieu tel que le Muséum Aquarium, tout particulièrement parce qu'il y a cette idée de nature et de vivant qui traverse tout mon travail. Donc je trouvais que dans un lieu scientifique, et je suis passionnée de sciences, d'anatomie, d'éthologie, ça me semblait vraiment très très juste. C'est que ça crée un décalage. Alors, d'exposer de l'art contemporain dans un lieu du patrimoine, il ne s'agit pas de faire du décalage parce que c'est fun, enfin, c'est pas intéressant, c'est pour faire du sens. C'est-à-dire qu'en fait, proposer de voir les choses autrement, tout simplement, de proposer une complexité du regard. C'est-à-dire autre chose qu'un schéma fléché que l'on peut avoir dans certaines expositions. Et ça me semblait important comme tout l'être, le vivant est complexe, il y a une multiplicité de regards. Il me semble que d'exposer de l'art contemporain dans un lieu qui, a priori, n'est pas fait pour cela, c'est une proposition de cette sorte. Jusqu'à quelque chose qui serait de l'ordre de la transgression, pourquoi pas. Et puis ton travail, tu disais à l'instant, effectivement, alors, c'est un lieu de patrimoine ici, et puis c'est un lieu qui est très très lié bien sûr aux sciences, et tu viens de le dire, effectivement ton travail, lui, est aussi traversé par ces préoccupations de cet intérêt pour les sciences dures, et notamment, je voulais montrer plusieurs séries qui ont été créées par le passé, puisque ici cette exposition c'est vraiment une rétrospective de 20 ans de travaux, et beaucoup de ces travaux ont été inspirés par des lieux de sciences. C'est le cas de cette série qui s'appelle Du Putain Muséum, qui a été donc réalisée au musée de pathologie anatomique de Paris, où tu as travaillé. Oui, un peu comme je le fais ici, en fait. C'est-à-dire qu'au musée du Putain, j'ai travaillé à partir de leurs spécimens, donc autour de l'anatomie pathologique, de ce que peut créer aussi la nature en dehors de la doxa. Donc on les appelle les monstres, moi je n'aime pas trop, je trouve ça très péjoratif, et j'ai fait exactement la même chose ici, puisque j'ai eu une résidence et j'ai travaillé dans les réserves, à partir de spécimens très souvent aussi en voie de disparition, parce que c'est un peu central dans mon travail. Alors en revanche, la différence avec cette série, c'est que le travail que j'ai fait à l'aquarium, c'était, puisque les spécimens sont dans les réserves du muséum, sont donc pas visibles dans les collections permanentes, je leur avais proposé de rendre visible quelque chose qui n'avait pas. Or, la question du visible et de l'invisible est encore le visible. Ici, notre série qui s'appelle Lignée, également qui a travaillé sur le darwinisme, un travail darwinien. Oui, c'est une sorte de montage en fait. Il y a de l'humour dans mon travail. Donc là, c'est une sorte de montage avec une proposition d'arbres darwiniens improbables. De lien entre les espèces de manière tout à fait aberrante. Et puis ici, Parasitosis, qui est un travail qui est montré. Également ici, on vous montre que des choses que vous pourrez voir, que vous avez déjà vues. Dans l'exposition, Parasitosis, également une série liée effectivement à une sorte d'investigation biologique aussi fantaisiste et aberrante autour du thème du parasite. Alors cet intérêt pour les sciences dures, il pourrait faire assimiler un courant d'art contemporain qui a le vent en poupe aujourd'hui, que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le bioart. On vous montre juste une image de bioart pour vous signaler ce courant qui est tout à fait passionnant. Par ailleurs, ici je vous montre Alba, qui est un lapin de laboratoire de l'INSERM, qui a été, au terme d'un protocole complexe mené entre les chercheurs de l'INSERM et Édouard Lecaque, qui est un artiste brésilien, si je ne dis pas de bêtises,
contemporain, l'idée était que ce lapin de laboratoire devienne phosphorescent la nuit. Et voilà, l'idée étant que voilà, c'est le rapprochement entre un protocole scientifique et une idée soit aberrante, soit utile, en tout cas liée aux biotechnologies et aux sciences de la vie, puisse s'exprimer dans un autre domaine que les amphithéâtres qui sont naturels, universitaires, mais aussi sur la scène de l'art et dans les galeries d'art contemporain. Alors, toi, malgré ton intérêt pour les sciences et pour l'éthologie, et malgré ta formation universitaire, qui fait que tu as aussi une complexion pour la logique et pour des protocoles précis de travaux, tu te sens pas très proche de cette a priori de l'étude, de ces artistes bioart. De cas tout particulièrement. Non, il y a quelque chose de conceptuel qui me semble très éloigné de mon travail. Et puis moi, je travaille beaucoup aussi la question du montage. Il y a beaucoup de montage d'éléments de la nature, comme pour montrer la nature autrement. Là, il y a une espèce de jeu, voilà, qui me semble assez vain. Alors, il y a d'autres artistes qu'on voulait montrer également dans ce domaine-là. Alors, il y a qui est aussi, alors c'est Jean-François Ropatet qui avait senti cet artiste qui travaille aussi avec des lapins de laboratoire, avec des lapins blancs, qui s'appelle Nathalie Edenmont et qui elle aussi, enfin en tout cas pour Jean-François encore, on va essayer de te faire parler, mais ça va être difficile. Je paraissais avec une antithèse de ton travail. Oui, c'est-à-dire que en fait dans ce travail-là, bon, évidemment à chaque fois c'est pas un jugement de valeur. Il est très éloigné du mien parce qu'il y a une teneur provocatrice qui n'existe pas dans mon travail, malgré ce que certains peuvent penser. Et puis ici, on parle d'un travail que tu as choisi de montrer, alors autour du thème de l'hybridation, qui est un thème qui parcourt beaucoup le bioart. C'est une thématique qui parcourt énormément les travaux des artistes, des bioartistes, et qui ici est exprimée par une artiste que tu m'as fait découvrir, Patricia Piccini. Oui, australienne. Alors, c'est un univers qui est très étrange, très étrange. C'est un travail d'installation à grandeur humaine, donc c'est quand même impressionnant, c'est-à-dire que le petit garçon que l'on voit est de taille d'un vrai petit garçon. Il y a un travail de réalisme qui est très étrange, et donc elle crée un côtoiement entre l'humain et puis une création de drôles de bêtes qu'elle construit en montant des animaux différents. Cette question de montage et d'hybridation évidemment m'intéresse, et je voulais montrer ce travail-là parce que c'est aussi un peu différent de mon travail autour de l'hybridation et du montage, puisque là il y a un aspect fictionnel qui n'existe pas dans mon travail, et elle crée des créatures à partir d'éléments qui n'existent pas toujours dans la nature. On est presque du côté de la science-fiction, ce qui n'est pas du tout le cas de mon travail, mais néanmoins que je trouve intéressant, très intriguant. Alors quand on parle de fiction, il y a autre chose qui t'intéresse aussi. Il y a un autre domaine qui est un peu hybride, justement dans ce domaine-là, c'est le domaine du documentaire animalier, dont on a parlé un petit peu ensemble et qui te passionne, aussi qui me passionne, et qui est justement un genre filmique, parce que toi tu manipules beaucoup l'image en à travers la vidéo. Le documentaire animalier, c'est un objet aussi en filmé, un objet en mouvement, et où précisément, alors on ne le sait pas forcément, on ne s'en rend pas forcément compte, mais qui joue constamment sur ce rapport réalité, entre guillemets, et fiction. Vous connaissez tous ces documentaires où on affuble de prénoms les animaux. Le lion s'appelle Léo, le petit lion s'appelle Petit Léo, etc. Et le petit lion, on lui apprend à chasser la gazelle, et la gazelle elle a aussi un nom, donc il y a une espèce d'anthropomorphisation de ces documentaires
forcément de bêtises qui sont racontées dans ces documentaires, mais en même temps qui tirent cette réalité vers une forme de fiction. Et ça, je sais que le documentaire animalier, c'est quelque chose que tu as beaucoup fréquenté, qui est un domaine très très vaste. On ne soupçonne pas souvent à quel point, on imagine que c'est toujours un petit peu les documentaires, c'est assez catégorisé. C'est documentaire sur France 5, on vous explique la vie des bêtes. En fait, c'est un genre qui est très 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 vaste, où il y a des travaux grand public destinés aux chaînes de télévision, et puis des objets plus ambigus, des films expérimentaux pour la distribution dans les salles de cinéma, des docu-fictions qui circulent dans les festivals, des vidéos plasticiennes aussi visibles dans les centres d'art contemporains et qui sont aussi d'une certaine manière documentaires animaliers. Alors on a eu un petit souci technique, donc on ne pourra pas vous montrer le documentaire animalier qu'on voulait montrer, mais on vous encourage vivement à en voir par vous-même 2 ou 3, et notamment alors il y a des très très beaux documentaires de Jean Painlevé, des documentaires des années 30, des années 40, qui sont des documentaires muets, filmés dans des aquariums, qui sont assez intéressants d'ailleurs, ce qui sont muets, précisément. Non, parce qu'en fait, pour rebondir sur cet intérêt que je peux avoir pour le documentaire animalier, c'est évidemment qui fait partie de la recherche, comme les bouquins que je peux lire sur l'éthologie. Mais moi, je rêverais d'un documentaire où l'homme se tait. Les commentaires sont souvent, même si je suis d'accord, c'est très sérieux, mais il y a c'est aussi assez terrible parce que ça tire toujours du côté de l'anthropomorphisme. Et ce qui me semble, laissons l'animal là où il est, ça me semble vraiment. Et alors précisément, on va vous montrer un contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire en documentaire animalier. Un documentaire des années 80, c'est un monsieur qui s'appelle Frédéric Frostif, qui vous expliquera. Voilà, tout de suite. Voilà, la forme de documentaire, on peut continuer à trop. D'abord, ça commence par ça commence par une grande musique d'évangéliste. Et la musique est aussi. La musique est surtout pas incroyable. Et fixer une espèce de grande séquence aussi aberrante par rapport au sujet, avec une multiplication de ralentis exceptionnels, de narration, de fausses narrations, dans des mouvements qui sont faux, qui sont lents. Et vous avez la voix off, caverneuse et virile, qui exprime tous les dangers de la savane en général, parce que c'est évidemment sur la savane que l'on se focalise. Le montage, ça va par derrière. Bon, tout est surécrit, la surécriture en général dénature de toutes les façons. Mais même dans un film fictionnel au cinéma, quand il y a tout le temps de la musique, ça veut dire qu'on vous prend par la main et que vous n'êtes plus libre de votre regard. Donc là, c'est le cas. Même si un documentaire animalier, même celui-ci, nous permet de voir, grâce au ralenti, la musculature du puma. C'est vrai. Mais on aimerait que les sons de la nature. Non. Là, je me suis aussi. Alors, comment on fait ça? Alors, on vous en conseille un muet qui est merveilleux. C'est un film qui est sorti en salle il y a 2 ans, qui s'appelle Bestiaire, de Denis Côté, qui est un réalisateur de fiction dont vous connaissez probablement quelques films, certains ont eu pas mal de succès, et qui, lui, navigue dans son travail de cinéaste entre fiction et documentaire. Et Bestiaire, c'est un film merveilleux, c'est un film d'1 heure. La première partie, la première demi-heure est vraiment merveilleuse. Et là, effectivement, il n'y a aucune voix off. Uniquement, c'est filmé dans un zoo au Canada, je crois. Et c'est si vous voulez voir un beau, vrai, faux documentaire animalier, en tout cas un vrai documentaire animalier conçu pour le grand écran, c'est Bestiaire de Denis Côté, et c'est une sur les animaux encore dans un zoo. Et encore dans un zoo, bien sûr. Alors toi, tu as exploité pour ton travail également cette thématique du documentaire animalier avec la foule, qui est une vidéo que nous montrons ici, faite à partir de captations
je disais tout à l'heure, il y a aussi de l'humour dans mon travail. Donc là, c'est comme souvent on c'est assez radical, c'est-à-dire que j'ai gagné des images sur Internet du rendez-vous annuel amoureux des Flamants Roses, qui donc, je ne sais pas encore qui a mis ça, et donc ça devient, les images sont de très mauvaise qualité, et je les ai laissées telles que, je les ai montées telles que, je n'ai absolument pas travaillé l'image. Et donc là, on a des espèces de danse de pixels effrénés. Et le travail sonore, comme je fais toujours le son de mes vidéos, quand je fais du son, parce que des fois, l'animal, comme le merle dont tu parlais tout à l'heure, on voit que le chant du merle et puis les bruits de la vie. Mais quand je travaille le son, je le fais moi-même, et donc là, c'est une reprise d'une musique des années 80, que vous connaissez tous, des Pêche Mode, que j'ai ralenti et que j'ai monté avec tout plein de sons d'oiseaux qui ne sont pas des flamants roses. Donc il y a le faux passant, il y a le chou, il y a plein d'autres oiseaux. Et voilà, c'est vraiment comique. Alors on voudrait terminer cette présentation du travail avec peut-être quelques œuvres que tu as créées spécifiquement pour l'exposition, puisqu'il y a effectivement, dans cette exposition, il y a un caractère rétrospectif des travaux que tu as réalisés, et puis tu as souhaité effectivement au fil du temps, ce n'était pas forcément prévu au départ, j'imagine que tu n'avais pas forcément nécessairement envisagé de faire des productions spécifiquement pour l'exposition. Ah si. Si, dès le départ, tu pensais faire des productions. Alors il y a des productions conçues dès le départ, et voilà, juste pour terminer quelques mots peut-être sur ces œuvres que vous voyez pour la première fois. Donc ça, ce sont effectivement les inédits, créés tout spécifiquement pour Atopia, le musée. Donc ici l'art de la fugue, qui est une série de gravures inspirées par les collections d'animaux. Non, pas une collection, la réserve. C'est toujours des spécimens de la réserve. Oui, des réserves, tout à fait. Oui, pas des collections, j'entends les collections, effectivement. Oui, c'est peut-être un petit peu ambigu, mais des collections non montrées au public. Pour des expositions temporaires, je suppose. Ici, contre Parménide, un très joli titre. Je trouve que tu choisis toujours très joliment tes titres. Ça, je suppose que c'est la formation littéraire qui joue ton intérêt pour les titres. Tu n'es pas une aficionados du sans titre underscore 1, non, c'est rare. Underscore 2. C'est rare. Et d'ailleurs, ce serait un sujet assez passionnant, la relation de l'artiste avec les titres. Oui. Parménide, oui, bon, très rapidement, c'est un philosophe présocratique dont la pensée, me dérange, et qui peut donner à des pensées très cartésiennes, comme l'animal machine par exemple. Parménide pensait que l'être était immuable, une sorte de forme unique, une espèce de carré ou de cercle sans multiplicité. Et donc, ce qui est très 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 loin de ma manière de penser, l'être est en devenir constamment. Et donc là, j'ai repris des ossements de la réserve de l'aquarium que j'ai systématiquement fait dans des formats carrés pour piéger Parménide. Et dans ce carré très rigide, je fais intervenir de manière improbable un être vivant qui est systématiquement un oiseau, ici une mésange. Alors ici on vous montre la série contre Parménide mise en relation avec Crâne. Et puis une des toutes premières séries, enfin en tout cas celle dont tu m'as le plus parlé quand on a commencé à parler de l'exposition, c'est la première chose que tu m'as évoquée, c'est le Thylacine. Le Thylacine de la réserve du muséum, tu m'en as montré une photo. Tout de suite tu m'as dit c'est extraordinaire, regarde cette bête qu'ils ont à Nancy,
C'est fabuleux. Alors, est-ce que c'est un petit lacine? Alors, regardez, on n'a pas d'image du petit lacine, voilà, il y en a sur Internet. En fait, l'histoire est assez incroyable, c'est-à-dire que c'est une bête qui a disparu du pourtour de la Terre dans les années 30, 34, semble-t-il. On a encore quelques clichés de films d'un zoo en Allemagne, de ce dernier spécimen dans les années 30. Et donc en fait, quand j'ai découvert cette bête, j'ai été assez fascinée. C'est une espèce de bête vraiment hybride, qui ressemble à la fois à une hyène, un licaon, un chien, et qui est marsupial, qui a une poche comme les kangourous, comme les koalas. Donc c'est incroyable, qu'il y ait une mâchoire dont l'ouverture est beaucoup plus grande que la plupart des fauves. Et voilà, elle est assez incroyable. Et donc je m'y intéressais avant de savoir que le muséum avait un spécimen. Et donc je l'ai découvert quand je suis venue travailler ici, et ça a été assez magique. Donc c'est une série d'aquarelles. Tu l'as traité à l'aquarelle, oui. Je me posais la question en fait, parce que sur les photos que tu m'as montrées, sur la vidéo qu'on voit, c'est un animal très osseux, sec. Alors, souvent, c'est parce qu'ils sont en captivité, ils sont tout pas très. Et du coup, ils ont effectivement comme ça une espèce de raideur dans la gestuelle d'ailleurs. Et alors que la série est, je trouve assez paradoxalement finalement très souple, très douce. C'est l'aquarelle, c'est la matière de l'aquarelle. Et donc ce sont des fragments. Fragments, c'est important. Alors le dos, lui, est quand même assez particulier, mais les autres fragments pourraient appartenir à n'importe quel autre. Enfin voilà, ça ressemble à beaucoup d'autres animaux, et c'était un défi de cette série, de travailler le fragment. L'image que je dois montrer avant étant cette fameuse poche incroyable. Et puis, avant-dernière série, Soft Toy. Alors là encore, c'est un dialogue. Alors cette fois-ci, pas un dialogue avec les collections du Muséum Aquarium, mais avec les collections du Musée Lorrain, que vous connaissez, qui est le musée d'histoire de la ville de Nancy, où tu as repéré cette relation entre Nicole de Lorraine, cette jeune fille de bonne famille, représentée ici par un maître anonyme au XVIIe siècle, vraisemblablement, qui tient un petit oiseau dans la main. Alors c'est très très lourd de symboles, vous savez, la liaison entre l'enfant et l'oiseau, notamment ce qui semble être un char de l'oreille, je pense, qui est très très lourd de signification, que l'on voit dans l'iconographie christique, notamment comme un mauvais présage, et puis comme on retrouve encore un enfant à l'oiseau, notamment au XVIIIe siècle, dans une iconographie plus pernicieuse, je dirais, où on associe souvent la petite fille à l'oiseau, aux œufs cassés, qui signifient soit sa perte de la virginité, soit la proximité de cet événement. Alors quand je fais pas du tout pensé, parce que moi je l'ai pensé, c'est pour ça que j'y ai pensé tout de suite, évidemment. Que tu apportes aujourd'hui. Donc, en fait, là encore, c'est simple. C'est ce fragment, dont j'aime beaucoup travailler sur le fragment comme ça. Ce fragment m'a interloqué parce qu'en fait, on ne sait pas si l'oiseau est vivant, naturalisé. Et moi, je le pousse un peu plus loin, puisque dans mon dessin, on pourrait croire que c'est un jouet. Donc voilà, j'ai travaillé sur ces couches, filtres différents. Et puis, on a voulu terminer encore avec l'enfance. Alors cette fois-ci, c'est pas l'enfance de cette petite fille, c'est pas l'enfance de ce qu'on a évoqué. Au début, c'est un peu l'enfance du projet, l'enfance de ces premiers dessins que tu as réalisé après être venu ici la première fois. Ça s'appelle Main négative, c'est une patte de morse. Celui donc pour le coup de la collection. De la collection, pour le coup, celui-là vous pouvez le voir dans les salles. Et
voilà, donc c'est juste pour revenir à la genèse du projet, aussi revenir sur votre dialogue permanent avec Jean-François Reparté dans le montage de l'exposition, parce que je crois que toi tu n'avais pas pensé forcément présenter cette pièce. Tu m'avais dit que c'était Jean-François qui tenait beaucoup à ce que cette première esquisse, première idée soit avec toute sa simplicité, véritablement quelque chose que tu n'avais pas destiné, qui n'était pas destiné à être montré, qui n'est pas dans ton esprit. C'est non seulement une esquisse, mais en plus sur un petit carnet avec un papier très fin numéroté. Et donc en fait le second dessin est quasiment invisible puisque c'est la pointe de la mine qui a creusé le papier qui couvre presque rien. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter de discuter, nous en tout cas, et on va vous inviter à profiter de la présence de Juliette si vous souhaitez pour lui poser toutes les questions que vous souhaitez lui poser à propos de cette exposition et de ce travail. Quelqu'un a une question? Bonsoir. Merci pour ce beau travail que j'ai pas encore vu. Mais, en fait, finalement, on voit beaucoup d'aquarelles par vous, par les séries de Françoise Petrovitch, et on parle aussi de l'animal enfermé au zoo et de son prénom. Les deux m'ont évoqué le travail de Trevor Gould. Trevor Gould, qui est un artiste canadien. J'ignore, je ne connais pas, donc là je vais noter. Et quand tu penses donc il est pas une inspiration. Non, je ne connais pas. Et plus généralement, je me demandais si l'aquarelle était un médium très présent visiblement dans votre travail, mais finalement si c'est aussi un courant, est-ce qu'il y a un rapport, une présence plus forte de l'aquarelle dans l'art animalier d'aujourd'hui Bon, tu as plus de connaissances sur l'art animalier que moi, mais oui, il me semble que l'aquarelle, enfin pour reprendre le lien avec Petrovitch, que là je connais. Alors effectivement, l'aquarelle est un médium que j'utilise très très souvent, et donc je partage ça avec Françoise Petrovitch, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est forcément lié à la forme animale, mais j'ai presque envie de dire aux formes du vivant, organique, parce qu'il y a la fluidité. Je pourrais parler du navire aussi, mais l'aquarelle, elle a une transparence qui est tout à fait singulière. Il y a cette fluidité qui est proche pour moi du vivant. Le geste aussi est très spontané, et puis il y a aussi beaucoup de... Comment dire? Il y a aussi l'aléatoire dans l'aquarelle, c'est-à-dire que c'est quand même une matière qui est une alchimie qui travaille seule, et elle le dit d'ailleurs, Françoise Petrovitch, et même voir comment ça se passe sur la feuille aussi. Et donc, je crois que ça a un vrai rapport effectivement avec le vivant de mon point de vue. On ne sait pas toujours vers où on va avec l'aquarelle. Enfin, c'est la manière de la sentir, pas... Quant à Trevor Gould, effectivement, c'est un travail formidable. Aussi, qui est assez proche du tien d'ailleurs, c'est très grand travail, et qui effectivement a assez d'intérêt pour les sciences, incontestablement, on met souvent en scène des espèces de fausses mises en scène d'histoire naturelle, avec des animaux énormes, c'est assez spectaculaire parfois, et avec une vraie sensibilité qui ne bascule pas non plus dans le bio-art qu'on a évoqué tout à l'heure. Ce serait pourquoi pas un successeur pour l'exposition de Juliette ici, Trevor Gould l'année prochaine au muséum à Cordoue. J'ai une question biologique. Au sein de vos œuvres, on voit souvent des animaux enfermés, ça marche étrangement. On voit notamment quelque chose
chose d'assez classique, c'est-à-dire le fait que les félins tournent en rond, c'est une caractéristique d'un félin qui n'est pas heureuse, c'est super. Et finalement, ce que vous montrez, c'est le zoo de la ménagerie, donc un peu particulier, vu que c'est un zoo classé, dans lequel ils n'ont pas pu faire les aménagements qu'on voit actuellement dans les parcs zoologiques actuels. C'est-à-dire que maintenant, on considère qu'il est important que l'animal soit heureux, on est sur des espaces beaucoup plus grands, dans lesquels ils peuvent se cacher, tout là, toujours visible. Vraiment, c'est pas ces parcs zoologiques-là que vous montrez. Donc, est-ce que le but, c'est juste de parler de l'enfermement et que là, c'est qu'un prétexte? Ou finalement, vous souhaitiez biaiser un petit peu, parler de la façon de présenter anciennement? Oui, ce que je veux dire, c'est que ça ne correspond pas forcément à la réalité actuelle, l'enfermement de l'animal. Ouais, de façon très, très années 80, années 90. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, bien sûr. C'était une réalité, alors qui effectivement n'est pas la plus répandue, fort heureusement, dans les espaces zoologiques, mais qui existent encore. Alors, et c'est ce qui était extraordinaire, c'est que c'est ce qui est aussi intéressant dans mon travail, c'est-à-dire que précisément on est obligé de maintenir enfermés dans un lieu inadapté des animaux parce que le lieu est patrimonial et qu'on ne peut pas. C'est le confort de l'animal contre le patrimoine, contre la préservation du patrimoine et d'un aménagement, d'un aménagement de parcs zoologiques anciens qu'il faudrait effectivement, selon toute logique empathique, enfin en tout cas pour l'animal, rayer de la carte, etc. Et en même temps, voilà, on a une espèce d'attachement pour cet endroit qui est très beau par ailleurs, un peu tragique, mais aussi très très beau. Les Parisiens sont extrêmement attachés. L'idée même qu'on fait la ménagerie du muséum, ce serait, je pense, très très mal ressenti. Les gens sont attachés à leur souvenir d'enfance, là encore, de visite dans ce muséum, et donc ils sont bien conscients que les animaux sont pas véritablement les plus heureux. Souvent, les gens le disent, ils en sortent avec une peu de tristesse en disant quand même c'est pas formidable pour moi. Et en même temps, moi je suis petit garçon, j'allais voir ce muséum et donc ce qui est fascinant, c'est qu'il y a milliers de couches dans tout ça, et qu'effectivement ce que montre aussi le travail de Françoise par rapport à ça, c'est un peu que on fait bien cette fourche une fois. C'est aussi toujours cette complexité, toujours cette épaisseur des choses qui fait qu'effectivement ça existe aujourd'hui. Ces animaux, ils sont dans des conditions un petit peu difficiles. Parfois, en tout cas qui ne correspondent pas aux standards du confort qu'on applique aux animaux dans d'autres zoos, notamment j'imagine dans Vincennes, qui a ouvert, j'y suis pas encore allé, mais j'ai hâte d'aller voir le nouveau zoo de Vincennes, mais pour des raisons de préservation du patrimoine et du souvenir aussi. On les conserve ainsi. Et au-delà, en parallèle, pour rebondir au mot prétexte qui m'intéresse, c'est que lorsque je filme un animal enfermé dans un zoo, c'est l'enfermement de l'homme aussi. Je veux dire, vraiment toujours, il me semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser l'homme sans penser l'animal. Il y a une phrase de Derrida que j'aime beaucoup dans son livre L'animal que donc je suis, avec ce joli mot très subtil du verbe suivre ou être. Il dit, je crois que je ne l'ai pas, c'est peut-être mot pour mot, il me semble, quand on est devant le regard d'un animal, on est nu. C'est peut-être là le commencement de la pensée. Et ça me semble très 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 juste aujourd'hui. On ne peut pas penser le devenir de l'homme sans le devenir de l'animal.